Merci, mesdames, messieurs, bonjour. Merci à la BCG pour son invitation. C'est un plaisir de se retrouver ici et aussi d'avoir depuis 18 mois une première conférence. On a le plaisir de découvrir le visage du public. C'est un immense changement et un très grand agrément. J'ai une mission délicate. J'ai encore au compteur 29 minutes 59 pour vous présenter les changements majeurs de la législation en matière de marché public. C'est un challenge parce qu'il y a eu énormément de changements depuis 2021 et ce sont ceux que je vais vous présenter au fur et à mesure. J'ai réparti mon exposé en deux parties inégales et vous me pardonnerez, mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Dans une première partie, je vous présenterai brièvement les changements législatifs en 2021, essentiellement un flash sur le droit fédéral, parce que, vous le verrez, tout ce qui a changé au niveau du droit fédéral change également au niveau du droit cantonal. Et notamment pour les communes, ce qui importe, c'est le droit cantonal et communal à venir. Et c'est donc sur celui-ci que je me concentrerai dans la seconde partie de mon exposé, en m'intéressant à l'AIMP 2019, qui devrait, un jour, on ne sait pas encore quand, à Genève, succéder à l'AIMP que vous connaissez, et je passerai sur un certain nombre d'éléments, les buts qui sont, on a des éléments nouveaux, le champ d'application, les principes et les différents éléments de mise en œuvre. Alors, deux mots d'abord sur les changements en 2021. Les changements majeurs sont l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier d'un nouvel accord sur les marchés publics. Vous savez que la mère ou le père de tous les accords en matière de marché public, c'est l'accord du GATT OMC, pour reprendre la terminologie historique de 1995 sur les marchés publics, qui est la source de tout le droit que nous connaissons aujourd'hui. Cet accord a été entièrement révisé. Il est prêt depuis 2012. Il attend. Et il a fallu, pour notre pays, quasiment 9 ans pour qu'il entre en vigueur et qu'il déploie ses effets. Donc ce nouvel accord intervient depuis le 1er janvier 2021. Il a été suivi au niveau fédéral par une nouvelle loi fédérale sur les marchés publics, évidemment aussi une nouvelle ordonnance fédérale sur les marchés publics qui crée un nouveau cadre de règles avec des changements, pas mal de transferts de l'ancienne ordonnance à la nouvelle loi, et ce sont des éléments que je vous présenterai. Mais ce que vous verrez, ce qui est le plus intéressant dans la mécanique, c'est qu'en fait, quasiment tout ce que l'on a maintenant au niveau fédéral va se retrouver transposé au niveau cantonal et communal. C'est certainement la grande nouveauté du système. Nous avons en parallèle un nouvel accord intercantonal sur les marchés publics, qui est donc l'AIMP 2019, qui est un accord intercantonal. Donc, contrairement à une loi fédérale, il ne peut pas être promulgué, déployer ses effets immédiatement dans tous les cantons. Il faut, dans chaque canton, un processus d'approbation. Et aujourd'hui, il n'y a que 2 cantons qui l'ont adopté complètement, ceux que vous voyez en vert sur la carte, ce qui permet d'ailleurs à l'accord pour ces cantons-là d'entrer en vigueur. Les autres, tous ceux qui ont en bleu, ont un processus qui est en cours. Les cantons en blanc, comme Genève, n'ont pas encore engagé le processus. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, que nous amènent ces changements au niveau du droit fédéral? Le plus important, c'est l'harmonisation du droit fédéral et des droits cantonaux. Vous savez qu'il y a eu, il y a quelques années, un projet de loi fédérale sur les marchés publics qui visait à avoir une loi fédérale qui couvrant l'ensemble des marchés publics fédéraux et cantonaux. C'est une très mauvaise idée du législateur fédéral parce que c'est un projet qui a entraîné une levée de boucliers de tous les cantons, notamment, et qui a avorté. Mais avec ça, on a perdu 6 ans. Ensuite, on a remis l'ouvrage sur le métier avec une nouvelle loi fédérale qui ne couvre que les adjudicateurs fédéraux et en parallèle l'AMP 2019. Mais vous verrez que le législateur fédéral a été très malin parce que l'AMP 2019 fait en fait la même chose que la nouvelle loi fédérale, donc on arrive quasiment au même résultat, mais avec un moyen différent. C'est un processus très helvétique. Alors, que nous amène, quels sont les grands changements au niveau du droit fédéral? Le changement principal, c'est un élargissement et une application à tous les marchés. On n'a plus cette différence fédérale, cantonale, entre des marchés qui seraient soumis ou non soumis. Donc, c'est un changement relativement important.
On inscrit dans la loi le respect des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs, des conditions de travail, l'égalité du travail, des salariales entre hommes et femmes. On le verra également au niveau cantonal. On a l'introduction au niveau fédéral de la procédure sur invitation, que vous connaissez bien au niveau cantonal et communal, ce qui est nouveau. On a des enchères électroniques, on a le dialogue compétitif. C'est des éléments qui existaient déjà dans l'ordonnance, mais qui passent dans la loi. Et on a des nouvelles règles de procédure intéressantes visant à permettre plus de transparence, notamment sur la récusation, la pré-implication, et surtout une limitation des voies de recours. Il n'y aura plus d'effets suspensifs accordés pour tous les marchés non soumis aux traités internationaux, et on aura la même mécanique au niveau cantonal. Donc, un changement relativement important au niveau fédéral, mais le changement majeur, il est au niveau cantonal, et c'est ce que je vais aborder maintenant avec un regard plus poussé sur l'AIMP. D'abord, c'est un changement de format. Aujourd'hui, l'AIMP, vous le connaissez, c'est un texte qu'on ne regarde pas très souvent, parce que quand on travaille à Genève, on va plutôt se référer au RMP, au règlement sur les marchés publics, qui est très détaillé et qui comprend toutes les dispositions. Demain, c'est terminé. L'AIMP, au lieu, passe de 22 à 65 articles, avec une uniformisation très poussée par rapport au droit fédéral. Je vous ai mis ici la référence, si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher ce document. C'est un gros document, comme vous pouvez constater, mais c'est une version comparée du droit fédéral et du droit cantonal. Et en fait, les seuls changements sont des changements de couleur. Et vous verrez qu'il y a énormément de noir, et de temps en temps, des passages où vous avez des couleurs différentes, parce qu'il y a un réel et complet alignement entre les deux droits, avec des nuances, dont une très importante sur les conditions de travail, dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, avec le nouvel AIMP 2019, le jour où il entrera en vigueur, il va rester une part congrue pour le droit cantonal. La marge de manœuvre du législateur cantonal sera très faible. Mais par rapport à ce changement, on constate qu'il y a quand même une assez large continuité des règles applicables, et des nouveautés, ce sont celles que je vous mettrai en évidence. Alors, prenons les différents éléments. D'abord, les buts. Alors, les buts sont plus étendus. Qu'est-ce qu'on a maintenu? Bien sûr, l'idée qu'il faut une concurrence efficace entre les soumissionnaires, le principe de l'impartialité de l'adjudication, c'est évident, mais avec un ajout non négligeable ici d'une exigence qu'on va retrouver aussi dans les principes de prise de mesures contre les accords illicites qui affectent la concurrence. Alors, ces fameux accords illicites, ces ententes entre entreprises qui existeraient mais n'existeraient pas, dont on parle mais qu'on ne voit jamais mais qu'on présume, le législateur s'en est quand même préoccupé et donne réellement un mandat d'action aux autorités pour éviter ce type de situation et lutter contre ce type de situation. Et c'est une nouveauté parce que ça devient désormais un but principal de l'AIMP. On a toujours l'utilisation parcimonieuse des deniers publics, cette formule très historique, qui est amusante déjà par la manière dont elle est exprimée, mais qui reste la même, avec un ajout important, qui est l'ajout du critère des effets économiques, écologiques et durables. C'est le développement durable qui rentre dans les marchés publics, il est dans les buts, on le retrouvera un peu plus tard également dans les principes. Alors, vous l'aviez déjà dans les critères d'adjudication, puisque l'aspect environnemental figurait dans les critères d'adjudication, mais c'était un critère parmi d'autres. Aujourd'hui, ça devient un but central de l'AIMP. Ce qui sera très intéressant, ça sera de voir la mise en œuvre. Comment on construit un critère de développement durable sans être discriminatoire, puisque c'est assez facile, si l'on dit qu'il ne faut pas transporter des marchandises sur de longues distances, de commencer à dire qu'on va favoriser les entreprises locales parce que seules celles-ci peuvent transporter des marchandises sur une courte distance. Donc là, il y aura un champ, je pense, intéressant pour le développement, pour la réflexion sur les critères par rapport à ce but. Autrement, vous retrouvez, bien sûr, la transparence des procédures et l'interdiction de la discrimination qui sont des classiques. Au niveau du champ d'application, 2 mots sur le champ d'application objectif. Vous savez que dans l'AIMP, comme d'ailleurs dans les anciens textes fédéraux, on n'a jamais eu aucune définition de ce qu'était un marché public. C'est une définition qui s'est construite jurisprudentiellement
Et Genève y a contribué, notamment la ville de Genève et le marché de l'affichage, puisque ce sont 2 arrêts en matière de marché d'affichage à 10 ans d'écart qui ont permis d'avoir une définition qui correspond à cette définition actuelle. Donc un marché public, c'est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire avec un but spécifique, ça c'est l'ajout intéressant, l'exécution d'une tâche publique, alors quelle qu'elle soit, de service public, de puissance publique, c'est toutes les missions de l'État qui sont reconnues comme telles et qui a un caractère onéreux avec un échange de prestations et de contre-prestations. Alors, ce n'est pas forcément un échange d'argent, mais il faut qu'il y ait une valorisation de ces prestations. La prestation caractéristique, bien sûr, étant fournie par le soumissionnaire, c'est lui qui amène un service, qui vend des marchandises, qui construit pour l'État. Donc ça, c'est la première nouveauté, mais qui plutôt reprend le contenu de la jurisprudence dans ce cadre-là. Et vous en avez une autre, qui est l'assujettissement de tout ce qui relève de la délégation de tâches publiques et des concessions. À disposition, c'est une grande nouveauté. On la connaissait dans la loi fédérale sur le marché intérieur. Vous vous souvenez peut-être que la ville de Genève a eu quelques soucis avec le choix d'un exploitant de théâtre parce que au choix de la direction du théâtre, on avait associé la mise à disposition de locaux, ce qui était assimilé par le tribunal fédéral à un droit exclusif, et ce qui a valu au tribunal fédéral de dire qu'il fallait faire un marché. Ce n'était pas un marché public, mais c'était un marché LMI pour cette délégation. Ça anticipait cette règle que vous avez aujourd'hui. Donc aujourd'hui, et ça vaudra aussi pour les communes, tout ce qui va relever de la délégation de tâches publiques, donc tout ce qui va être des tâches traitées par des tiers pour le compte de la commune, pensez à la sécurité par exemple, ou l'octroi de droits spéciaux et exclusifs, c'est un droit qui est particulier, qui est donné à une entreprise ou à une personne et pas à un autre, dans la mesure où cette délégation ou cet octroi se fait dans l'intérêt public. On rejoint ici la notion d'exercice d'une mission de service public, d'une tâche publique, et qu'il y a en contrepartie une indemnisation ou une forme d'indemnité financière, le choix de cette entreprise ou de cette personne devra faire l'objet d'un marché public. Ça, c'est une grande nouveauté de la loi et c'est un élargissement en fait au droit des marchés publics de ce que l'on avait déjà dans la LMI. Donc il y a un passage d'une partie des marchés qui étaient couverts par la LMI qui sont désormais couverts par le droit des marchés publics, évidemment avec tout le formalisme et les exigences du droit des marchés publics. Alors, ce qui signifie que si on a une infrastructure publique dans une commune que l'on charge un particulier de gérer, on devra faire un marché pour choisir ce particulier. En revanche, si on a l'auberge communale qui fait partie du patrimoine financier et que ça n'est pas considéré comme une tâche publique, ça ne sera pas un marché public. C'est la différence que l'on aura. Mais cela aura évidemment une incidence pour les communes. Autre élément sur le champ d'application, là je passe très rapidement ces quelques slides sur la définition des pouvoirs adjudicateurs. Il y a des changements de terminologie, je les ai mis en évidence, mais pas de changement pratique pour les communes. On a toujours cette règle qui est importante pour les privés, puisque ce sont les projets qui sont subventionnés à plus de 50% par des fonds publics, qui peuvent être des fonds communaux par exemple, qui vont être soumis au marché. Et puis, il n'y a au surplus pas de changement pour les valeurs. On reste dans les mêmes valeurs pour ce qui est assujettissement aux traités internationaux ou pour le choix des procédures, gré à gré, invitation, appel d'offres ouvert ou sélectif. Donc là, il n'y a pas de changement majeur. Vous voyez donc au niveau du champ d'application, les éléments déterminants, c'est l'intégration dans les textes de la notion de marché public et surtout l'ajout d'un domaine qui est celui de l'octroi des concessions et des droits exclusifs ou spéciaux. Au niveau des principes généraux, alors vous allez retrouver des éléments qui figuraient. Je vous ai reproduit la dispo de nouvelle ANP et on voit qu'on a beaucoup insisté sur la procédure, chose qui n'existait que peu auparavant. Notamment une demande, une obligation pour les pouvoirs adjudicateurs de veiller au conflit d'intérêts. On a désormais des règles sur la récusation pour des personnes qui se trouveraient en conflit d'intérêts, c'est un élément essentiel pour garantir l'impartialité des marchés. Et on a aussi des règles sur la préimplication. Préimplication, vous savez, cette situation particulière où le pouvoir adjudicateur, pour préparer son marché, engage un bureau d'architecte, un bureau d'ingénieur, un bureau spécialisé qui prépare le marché, puis après se pose la question, est-ce que ce bureau peut aussi être soumissionnaire ? Alors on a des règles qui ont été développées jurisprudentiellement
pour s'assurer que tout le monde soit au même niveau d'information et qu'il n'y ait pas d'avantage. Désormais, c'est formalisé, c'est dans l'AIMP, et c'est donc un élément qui est important dans ce cadre-là. Et vous retrouvez également la lutte contre les accords illicites qui affectent la concurrence, avec potentiellement des sanctions à la clé. Donc ça devient désormais un principe fondamental du fonctionnement du droit des marchés publics. Autre modification, celle que je vous ai mis en jaune ici, c'est l'interdiction des négociations sur le prix, qui, à contrario, signifie qu'on peut avoir des négociations sur d'autres choses. Et ça, c'est la grande nouveauté au niveau cantonal, puisque vous savez que dans l'AIMP actuelle, les négociations sont interdites. Alors, elles sont connues au niveau fédéral, on vous en parlera tout à l'heure, puisqu'on a des procédures où l'on peut avoir des négociations, surtout sauf le prix. Alors, cette même notion, désormais, va être transposée au niveau cantonal et communal, ce qui peut, selon les marchés, donner des situations intéressantes, en tout cas sur toutes les conditions qui vont entourer les prix. Vient ensuite un principe des principes qui sont liés au marché, et notamment un très sensible. Vous avez l'obligation donc de respecter pour l'ensemble des prestations qui sont à exécuter en Suisse. Alors il y a la question du salaire, sur laquelle je reviens dans ma dia suivante parce que c'est un élément très épineux. Vous avez tout ce qui relève en matière d'annonce et d'autorisation, bien sûr, tout ce qui relève des conditions de travail, la lutte contre le travail noir, respect des conditions sur les travailleurs détachés, c'est évident. Et les dispositions relatives à l'égalité de salaire homme-femme, là, ce sont des éléments qui sont classiques. La nouveauté, c'est le respect de l'ensemble des prescriptions qui relèvent de l'environnement et de la préservation des ressources naturelles au lieu de la prestation. Donc là, c'est l'ancrage développement durable qui revient, cette fois par la possibilité d'exiger un engagement de respecter l'ensemble de ces règles. Cela paraît évident, mais comme les évidences, ça va toujours mieux en le disant et en l'affirmant. Donc c'est un élément principal. Avec une extension aux sous-traitants et des possibilités de contrôle qui sont étendues. Alors je disais qu'il y a un point épineux qui est celui de la problématique du salaire. Si on prend l'AIMP, on a une teneur, c'est un des points où il y a une différence qui est différente de celle du droit fédéral. Donc ce que nous dit ça n'a pas changé bien, Ce que nous dit le droit fédéral, c'est ce que vous avez en bleu, c'est que lorsqu'on a un marché fédéral, on doit respecter les prescriptions en vigueur au lieu de la prestation. En revanche, si on a un marché cantonal, on doit respecter les dispositions en vigueur en Suisse. Et là, il y a une volonté claire au niveau de la rédaction du texte, il n'y a pas d'erreur. Vous pouvez faire une interprétation littérale, systématique, théologique, vous allez retomber à chaque fois sur le même résultat. À savoir que ce qu'on a voulu, c'est que si on a un soumissionnaire étranger, qu'il soit français, japonais, allemand, il vient travailler à Genève, il doit respecter les prestations au lieu d'exécution, donc les salaires genevois. Donc aucun changement par rapport au régime que l'on connaît aujourd'hui. Le travail qui est fait à Genève doit être rémunéré et traité selon les conditions genevoises. En revanche, et c'est ce que vous avez pour les soumissionnaires suisses, là, c'est le lieu de provenance. Autrement dit, l'entreprise valaisanne qui vient travailler à Genève, pour tout le travail qui est fait à Genève, c'est le salaire valaisan qui est payé, ou le salaire d'Appenzell. Et ça, c'est un changement important, en tout cas pour notre canton où on a des niveaux de salaire et des niveaux de charges qui sont plus élevés, parce que cela pourrait potentiellement créer une distorsion de concurrence. Alors, quand on lit cela, on se dit, oh là là, il y a une grande nouveauté, c'est un énorme changement. En réalité, pas vraiment. Parce que depuis 1995, nous avons une loi fédérale sur le marché intérieur, qui impose de respecter en fait les conditions du prestataire de service ou du fournisseur de prestations selon le lieu de provenance et pas le lieu d'exécution. Ceci pour garantir la libre circulation des travailleurs, des prestataires de services dans l'ensemble de la Suisse. Mais cette règle qui est dans la LMI, elle a été occultée par le fait que dans l'AIMP 1995, on a glissé l'obligation d'assurer le niveau de salaire au lieu de prestation, avec laquelle nous vivons tous depuis cette époque, et tous les marchés, quels qu'ils soient, cantonaux, communaux, prévoient cette obligation. Personne ne l'a jamais contesté. Si quelqu'un l'avait contesté, se serait posé la question du respect du droit supérieur, l'LMI
ça donnerait, je pense, un arrêt très intéressant du tribunal fédéral. Pour une fois, on aurait probablement un arrêt à 5 qui serait un arrêt de principe sur une question centrale. Donc, cette règle, en soi, elle n'est pas une révolution. Elle met juste au milieu de la table, avec tous les projecteurs dessus, un point que tout le monde a voulu occulter jusqu'à présent. Et c'est aujourd'hui un point important de désaccord sur cette AMP 2019 pour un certain nombre de cantons. Quelle est la seule marge de manœuvre? C'est la petite clause que vous avez ici, le sauf. C'est nécessaire pour sauvegarder des intérêts publics prépondérants et que la protection de ces intérêts n'est pas assurée par les prescriptions du lot de provenance. Vous pouvez penser au dumping social, à la protection des travailleurs, à d'autres choses. C'est un domaine très intéressant où là, le canton a un travail à faire et à réfléchir s'il entend essayer d'imposer au niveau genevois le salaire au lieu d'exécution. Mais en tout cas, ça va être, je vous l'assure, un des points centraux de discussion autour de cette AMP 2019 pour son adoption future. Ensuite, vous avez évidemment une extension des critères d'adjudication. Alors, je vous ai mis la liste. On retrouve le développement durable, mais la liste reste très exemplative. C'est le système actuel. Vous savez que, en tant que pouvoir adjudicateur, les critères, vous allez choisir un peu ceux qui vous intéressent et ceux qui sont utiles pour votre marché. Il y a une exigence d'avoir que le prix reste un critère principal avec une certaine prépondérance, puisque c'est toujours un rapport qualité-prix. Mais on a une grande liberté de choix. Donc là, il y a, je dirais, pas de réel changement. En revanche, ce qui est intéressant, c'est l'ajout de critères sociaux. 2 mots pour vous rappeler de quoi on parle. Les critères sociaux sont des critères qui sont sans rapport avec le marché. C'est typiquement le critère de la formation des apprentis. Un marché, il n'est pas meilleur parce qu'on forme des apprentis ou pas, mais il y a un intérêt social à avoir des apprentis. Donc, dans le système légal, on admet ces critères sociaux lorsqu'ils ont un ancrage légal, c'est-à-dire qu'ils doivent être prévus par une base légale spécifique. On l'a aujourd'hui pour les apprentis. Désormais, c'est ajouté avec l'offre de places de travail pour des travailleurs âgés ou pour des chômeurs de longue durée. Vous voyez que c'est sans rapport avec le marché, c'est un aspect de politique sociale que l'on peut intégrer dans le marché et qui est désormais intégré comme une possibilité. C'est un outil de plus dans la boîte à outils qui est donné au pouvoir adjudicateur, libre à lui de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Ensuite, vous avez des règles, et c'est probablement un changement extrêmement important sur les voies de recours. Je pense que dans cette salle, il y a un certain nombre de pouvoirs adjudicateurs, et vous savez que c'est très litigogène, le droit des marchés publics. Et selon la conjoncture, on peut avoir énormément de recours parce que les entreprises ont un peu faim, puis elles vont se battre pour tout marché, ou peu. Et l'enjeu dans un recours de ce type, c'est évidemment l'effet suspensif, puisque dans le système légal, et il n'est pas modifié sur ce point, la décision d'adjudication n'a pas d'effet suspensif, ce qui permettrait théoriquement pour l'adjudicateur de signer le contrat avec l'adjudicataire. Et une fois que le contrat est signé, le soumissionnaire évincé qui conteste peut éventuellement obtenir la constatation de l'illicéité du marché et le remboursement de son dommage, mais les dommages élevés sont extrêmement rares puisque c'est uniquement la perte éprouvée, c'est-à-dire l'argent engagé pour faire le marché. Et si c'est quelques heures pour faire une offre, c'est peu de choses. S'il y a des travaux de bureau d'études, c'est un peu plus conséquent. Mais l'enjeu, il devient relativement faible. Donc lorsqu'on a un litige sur les marchés publics, le combat, il est vraiment focalisé, centré dès le début sur la question de l'effet suspensif. Alors, ce que prévoit le système légal ici, c'est que le recours, évidemment, n'a pas d'effet suspensif, c'est le maintien du système actuel, mais surtout que le recours la restitution ne peut être donnée que si on a un marché soumis aux traités internationaux. A contrario, il n'y a plus de restitution d'effets suspensifs possible pour les marchés non soumis aux traités internationaux. C'est-à-dire pour des marchés de construction qui vont être de quelques millions, pour des marchés de services de 200 000 francs. Donc vous avez là des marchés qui vont échapper non pas au recours et au contrôle éventuellement d'une illégalité, mais à un blocage. C'est un alignement sur le droit fédéral. Et ça, c'est un changement majeur.
parce que c'est une vraie réduction des possibilités de contentieux dans ce cadre-là. Et évidemment, même si vous avez un marché soumis au traité international, on retrouve le critère habituel qui est que le recours paraît suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ne s'y oppose. Oui, je suivais l'horloge qui est à 5h56, mais elle ne devait pas être à l'heure, mais j'ai quasiment terminé. Il me reste 1 minute. Alors, vous me raccourcissez mon temps par rapport à l'horloge, mais vous avez un autre contrôle. Je suis désolé. Je me suis fié à l'horloge qui est en haut. Et puis ensuite, vous avez un recours possible au tribunal fédéral. On ne change pas les conditions. Pour terminer, sur l'entrée en vigueur de l'IMP, je vous ai présenté le document, donc processus en cours. Au niveau du droit transitoire, le traité va s'appliquer, l'IMP s'applique pour les 2 cantons qui l'ont adopté. Pour tous les autres, et puis pour la période intermédiaire, on applique l'ancien droit pour les anciennes procédures. Puis pour tous les cantons qui n'adhèrent pas, c'est l'ancien AMP qui adhère. Donc si Genève refait ce que Genève a fait il y a quelques années, c'est-à-dire d'attendre quasiment 8 ans pour adopter l'IMP modifié, c'est dans 10 ans peut-être que nous parlerons de l'IMP 2019. Ou plus tôt, et on sera le seul canton, mais on a l'habitude des Genferei. C'est quelque chose qui est usuel chez nous. Et j'ai donc terminé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Maître Bellanger. Très intéressant. Merci.